Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwa qui est pendant. Bazali bagé. Biso bagé ya lelo. Soki to pamoni biso na place moko. To bazana posa na biso bazalaka na bien que quand on peut ça va. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Par le 1-23, entre la diplomatie et la force, quelle voie faut-il suivre? Bonjour et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Voilà pourquoi ça a été juste l'annonce de notre thématique du jour. Et pour essayer un peu d'échanger tout autour de ça, je reçois pour vous Joseph Sama Kachama. Donc il est juste analyste politique. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Joseph, bonjour. Bonjour. Bon début de la semaine et bienvenue à cette émission. Bonjour madame, merci pour l'invitation et l'accueil que vous nous avez réservé. Je tiens pour acquis que je puisse aussi profiter de cette opportunité pour pouvoir bien vous féliciter pour le travail titanesque que vous faites. Merci. Et je vous félicite encore pour l'ancrage qu'a pu prendre votre émission dans la sphère médiatique de notre pays. Ça prouve à suffisance que vous êtes un journaliste expérimenté. Ça s'appelle le professionnalisme et le savoir-faire ainsi que le faire savoir. Merci beaucoup Joseph. Crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça laisse personne indifférente, vit l'enjeu et les dangers de tout ce qui se passe dans cette partie-là. Quel regard portez-vous au regard de tout ça, Joseph? Oui, en tout cas, quand il s'agit de cette question qui touche à la partie est de la République, quand on l'aborde cela avec une façon de légèreté, alors que c'est une question très névralgique et que quiconque s'est dit congolais, quand il aborde cela, il doit aborder cela avec la rouspétance, c'est-à-dire avec humeur fâchée. Parce que ce qui se passe là-bas, ce sont des atrocités inouïes qui fassent qu'aujourd'hui, ceux qui vivent là-bas, ils traversent des situations mistouflardes qui nécessitent à ce que l'on puisse aussi avoir de très inquiétudes légitimes parce que c'est notre pays, ils sont les nôtres. Et je profite aussi d'ailleurs de cette opportunité pour leur dire qu'on est ensemble parce que c'est notre pays, ils sont les nôtres. J'enrichis encore ma pensée pour partager un adage dans ma langue maternelle qui dit ça veut dire quoi? Que lorsque un seul doigt est blessé, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Donc ils sachent aussi que lorsqu'ils sont attaqués, sont soumis par des atrocités, par des choses qui se font là-bas, que nous ici, nous on est ensemble avec eux, nous traversons cela ensemble, parce qu'on n'est qu'un seul peuple, on est unis par les sorts, on est unis par le fort, et c'est en étant ensemble et soudés que nous parviendrons à pouvoir mieux mettre l'ennemi hors du territoire congolais. Si vous me posez la question de savoir quelle voie faudrait-il adopter? On va y arriver. Oui. On va y arriver. De toute façon, comme nous parlons moins de la crise sécuritaire, on sait bien que l'élément clé qui nous unissent au moins dans tout ça, c'est juste la diplomatie. Que comprenez-vous d'abord par la diplomatie? Parce que c'est ça la porte, l'ouverture de toute chose. Merci pour cette question, mais il faudrait d'abord retenir d'emblée que la diplomatie, c'est un instrument qui exécute la politique étrangère d'un État. C'est ce qu'il faudrait plus comprendre. Même ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre que c'est un instrument qui est là pour, c'est-à-dire faire à ce qu'il y ait la matérialité ou la réalisation de la politique étrangère d'un État. Donc, en prenant les camps sous examen avec la RDC, la politique étrangère de notre pays, la politique étrangère, c'est l'ensemble des activités d'un État tourné vers l'extérieur pour l'intérêt national. Maintenant, quand
c'est l'ensemble des activités sont tournées vers l'extérieur pour l'intérêt national, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Vous comprenez? Donc quand les événements là, les activités sont tournées vers l'extérieur, on appelle ça la diplomatie. Quand ça retourne en interne, on appelle ça la politique étrangère. Vous comprenez un peu? Mais là, quelle différence y a-t-il de toute façon, Bi, au regard de tout ce que juste vous venez d'évoquer tout de suite, quelle différence y a-t-il entre la politique et la diplomatie? Oui, il y a d'abord, il faudrait-il faire comprendre aux gens que la politique, c'est la gestion de la cité, avec des principes et des règles. Ça ne se fait pas au hasard, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tout résumer en politique. Vous insultez quelqu'un, vous dites non, c'est la politique. Vous critiquez quelqu'un d'une manière non organisée, non intelligente. Vous parlez quand vous posez la question, non, c'est de la politique. Vous trahissez quelqu'un, vous parlez, c'est de la politique. Non, dans la politique, c'est la gestion de la cité d'une manière coordonnée, fondée sur base des principes. Donc, lorsqu'il s'agit de la diplomatie, c'est ce que je vais en peine d'expliquer, que non, c'est un instrument qui est au service de la politique étrangère d'un État. Donc c'est à l'aide de la diplomatie que l'on va arriver à faire entendre nos problèmes, d'entrer aussi en contact, c'est-à-dire d'entretenir des relations diplomatiques avec d'autres États. Donc c'est dans ce sens-là que je peux apporter ma lumière sur cette question. Voilà, c'est encore c'est une pensée qui m'est venue juste là. Les relations internationales, les relations diplomatiques, il y a quel lien? Non, il y a une nuance. Il y a une nuance. Parce que lorsqu'on parle des relations internationales, les relations internationales dans un sens normatif, c'est quoi? C'est l'ensemble. C'est un ensemble des éléments qui constituent un État. Non, c'est un ensemble des liens qui existent entre les États et renforçant à ce que ces deux derniers puissent bien être en communion parfaite. C'est ce qu'on appelle les relations entre les États. Vous comprenez? C'est l'ensemble des coordonnées des activités d'un État tourné vers l'extérieur. Vous comprenez? C'est ça aussi les relations internationales, parce que c'est une science complexe, c'est une science panoplie, c'est une discipline qui est fondée sur une pluralité des connaissances. Donc, en grosso modo, ce que les gens peuvent comprendre, c'est un ensemble d'activités aussi d'un État tourné vers l'extérieur. C'est aussi des liens qui traversent les deux États, ce qu'on appelle les relations entre les États. Les mots qui sortent, c'est entre les États, relations entre les États, donc les liens qui unissent des États. C'est dans ce sens que je peux répondre à cette question. Joseph Kachama, vous êtes aujourd'hui en face de la République démocratique du Congo et le Rwanda qui est devant vous. S'il faut faire l'analyse par rapport à tout ce qui se passe sur le plan diplomatique de notre pays, quelle lecture faire? D'ailleurs, il y a une lecture très simple. Dans sa simplicité, c'est justifié sur le fait que on est en face d'une agression. Ça, ce n'est pas un secret des polichinelles, que l'on doit tous retenir qu'on est agressé par le Rwanda. Mais on ne doit pas aussi faire de cette agression comme notre hymne national dans des organisations ou manifestations officielles. On est agressé, on a agressé, on a agressé. Mais ça s'est dit chaque jour. Oui, ça s'est dit chaque jour, mais c'est un obstacle qu'il faut transformer, mettre cela à un avantage, à une opportunité. Parce qu'on est aujourd'hui agressé. Qu'est-ce qu'on fait de cette agression? Mais il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des moyens, il faut trouver des réponses à cette question-là. Les réponses sont simples. Il faudrait-il rester là, ses bras croisés, en train de chanter que le Rwanda nous agresse? Non. Et je profite d'ailleurs pour cette occasion pour dire que le président de la République a entamé des démarches diplomatiques pour enfin que cette situation belliqueuse qui traverse notre pays dans cette partie est. Où en sommes-nous? De toutes les façons, où en sommes-nous? Parce que oui, c'est une... Kenya, Burundi, j'arrive, madame. J'arrive, madame. Ça prend du temps. J'en arrive, madame. C'est pour dire ceci. Je félicite le président pour les démarches entreprises pour qu'il y ait la paix. Mais ce que vous devez retenir en bloc, Otto von Bismarck, il dit la diplomatie sans les armes est une musique sans instrument. Vous comprenez? C'est-à-dire le président de la République, un bon diplomate, un fin diplomate, il a tenté par de moultes voies pour qu'enfin nous ayons la paix dans cette partie est par les tressements de la diplomatie. Il a fait toutes les possibilités pouvant occasionner la solution parfaite à ces problèmes
ont échoué sur l'aspect diplomatique. Ok. Donc, à ce moment ici que nous sommes ici, il faut maintenant que le président de la République ait le courage de pouvoir bien se poser la question où en sommes-nous. En se posant cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester là en train de réfléchir, parce que c'est la gestion de la cité. Il gère les armes. On est aujourd'hui estimé à 5 millions d'habitants. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous gère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renouer. Qu'est-ce qu'il doit renouer? Un dialogue entre l'expérience du passé et les défis du présent. Encore? Non. Je suis en train de développer ma pensée. Et renouer un dialogue entre l'expérience du passé, les défis du présent et l'horizon des responsabilités qui est l'avenir. C'est-à-dire voir qu'est-ce que la diplomatie a donné comme solution à ces problèmes. Zéro. Qu'est-ce qu'il faut maintenant hésiter dans la responsabilité, dans l'horizon des responsabilités qui est l'avenir? C'est les armes. C'est les armes, parce que la guerre est une méthode forte de la diplomatie. Parce qu'en diplomatie, on ne se fait pas de cadeaux. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il doit aussi savoir. C'est ce qu'on doit le faire comprendre par ce qu'il entoure. Et quand il y a le partage des gâteaux dans tout ça? Non, je ne parle pas de partage des gâteaux. Je ne suis pas là-bas. Moi, les dialogues, c'est très important. Parce que dans cette courbure où le tas traverse, il faut à ce que l'on puisse nous réunir pour enfin pallier à cette situation mitouflarde qui traverse notre pays. Parce qu'il y a ceux qui veulent les élections, il y en a ceux qui veulent la paix. Entre la paix et les élections, il y a un choix. Le choix, c'est le salut du peuple. C'est la sécurité, qui est la paix. Parce que si on se base seulement sur la tenue des élections, nous risquerons un jour de nous réveiller un bon matin, qu'on nous dira que non, l'Est de la République ne nous appartient plus parce que le Rwanda en occupe déjà. Là, pour vous suggérez qu'on ne puisse plus organiser les élections en 2023. Mais le salut public est toujours suprême. Les élections auront bel et bien lieu. Il y a ceux-là qui diront que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui aussi. La guerre ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit toujours rester là en train de laisser à ce que nos frères, sœurs, mères, parce qu'on dit que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, on doit toujours rester comme ça en train de jérémiader? Non, jamais. Il faut pallier à cette situation. Pallier à cette situation, c'est de nous réunir. Je n'avais même pas terminé ma pensée. Le président de la République doit se mettre seul face à la situation parce qu'il avait promis. C'était une promesse faramineuse. Il avait bien dit, je mourrai pour qu'il y ait la paix à l'Est. Mourir, j'explique cette phrase parce que c'était une phrase codifiée politiquement. Mourir pour qu'il y ait la paix à l'Est, c'est s'engager pour qu'il y ait la cessation des hostilités. Pour qu'il y ait la cessation des hostilités, il faut un engagement réel, pas de mots ni de façades. Engagement réel explique... Son engagement n'est pas réel. Non, est réel. Mais le voie qu'il avait entamé à son niveau, dans ses capacités managériales, présidentielles et politiques, sont limitées. La diplomatie a échoué. On doit entamer par la guerre. La guerre, il faut se poser maintenant la question de savoir, parce qu'il y a ceux qui passent souvent à la télé, disent... Il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Il y a prototype de guerre. Les guerres, il n'y a qu'un simple mot qui sort. Mais, minutieusement, lorsqu'on entre dans l'intégralité de ces concepts, la guerre, il y a des guerres et des guerres. Je m'en explique. Faut-il le faire, oui ou non? Parce que trop, c'est trop de toute façon. Je m'en explique. Le Rwanda nous fait la guerre. Il faut se poser la question, quel type de guerre que le Rwanda nous fait? Parce que, il y a la guerre économique. Si on fait un constat, on fait une étude minutieuse, où on va observer que le Rwanda, il y a certaines matières premières qui ne se retrouvent pas sur son sol, mais donc si l'on fait une analyse sur l'échiquier international, on reconnaît le Rwanda comme étant les producteurs, alors que sur son sol, il n'y en a pas. À qui la faute? Non, c'est ça. La faute nous revient. Des fois, moi, c'est que je veux que vous traitez beaucoup plus de faits. Alors, touchons beaucoup plus les causes. Voilà, les problèmes. Donc, j'en arrive, accordez-moi le temps. Vous êtes sourcillés de pouvoir me poser des questions. Soyez aussi sourcillés de pouvoir m'accorder le temps de bien répondre. Écoutez-moi très bien. Il y a les problèmes. La guerre économique. Le Rwanda nous agresse pour pouvoir bien voler nos matières premières. Ils volent nos matières premières. Le Rwanda nous agresse pour détruire notre faune et flore. Ça, c'est la guerre écologique. Le Rwanda, aujourd'hui, il agit par des méthodes psychologiques. Des fausses alertes, il utilise les médias, des voies et moyens pouvant faire à ce qu'il joue à la politique de victimisation sur le plan international. C'est la guerre médiatique. C'est ce que nous, on ne fait pas. Mais face à des prototypes pareils de guerre, qu'est-ce que nous, on doit faire face à cela? La guerre économique.
Les Rwandais entrent chez nous, ils violent, ils pillent. Il faut lutter contre la porosité de nos frontières. C'est-à-dire renforcer la sécurité dans nos frontières, afin que les Rwandais ne puissent pas avoir l'accès libre dans notre pays. Mais il y en a déjà. Il y en a, oui ou non? Je veux vous faire comprendre quelque chose, que dans notre pays, il y a d'autres choses qui existent que des noms. Pas dans les fonctionnements. La présence, il y a Burundi qui est là, le Kenya, le Sud. Vous parlez des communautés des CAC? Peu importe, on peut tout prendre. La MONUSCO, on peut tout prendre, même nos FARDC, on peut tout prendre. Non, on néglige personne. De toutes les façons, quand on est devant un danger, on n'a pas, même un vent nous fait perdre de toutes les façons. Tout à fait, vous avez totalement raison, mais il y a un problème sur il y a EAC, la structure que le président de la République venait à peine de faire adhérer la République démocratique du Congo. Vous savez, l'ONU oscille entre l'apathie et l'immobilisme. Il ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Il était dans une pensée incohérente qu'a pu faire partager le secrétaire général de l'ONU, je cite M. Antonio Guterres en disant que non, l'M23 est mieux structuré que la RDC. L'M23 est mieux structuré que l'ONU. Vrai ou faux? J'en arrive. Ça a été quand même je vais m'en expliquer. Quand vous abordez cette question de l'Est, moi je suis dans un état névralgique. Parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de mes frères qui meurent. Donc laissez-moi le temps de m'expliquer. Oui. Parce que, vous savez, dans la polémologie c'est l'étude de la guerre. Lorsqu'on parle d'une guerre, c'est une confrontation entre des États. C'est la guerre conventionnelle. Vous comprenez? Les terrorismes faibles d'armes, pauvres d'armes, les gens qui n'ont pas les moyens pour mener une guerre bien dite, mais ils utilisent d'autres méthodes pour faire entendre leur voix, pour soumettre quelconque État qui est victime de leurs actes terroristes à une quelconque négociation. L'M23 face à l'RDC, on ne saura jamais réagir face à ces groupes terroristes. Pourquoi? La France a perdu en Centrafrique. C'était face à des mouvements rebelles. Les États-Unis l'ont perdu. Dans quel pays encore, je me rappelle? Si ma mémoire n'est plus chiffonnée, c'est en Vietnam. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui qu'un État puisse être faible face à un mouvement terroriste. Pourquoi? Lorsqu'un État s'engage dans une situation belliqueuse, la guerre, je m'en explique, il s'engage de manière coordonnée. Alors que les mouvements terroristes, ils jouent d'une manière non coordonnée. C'est dans ce sens-là que l'expert Antonio Guterres, il a dit ça. Mais en revanche, avec la situation qui sévit dans notre pays, il y a l'ONU, que je viens de dire, qui est aussi entre l'apathie et l'immobilisme. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir bien résoudre la sécurité internationale. Donc, il est maintenant question que les États se réunissent encore pour pouvoir constituer, créer, fonder une nouvelle institution internationale pouvant bien répondre aux questions qui menacent aujourd'hui la situation internationale. Alors maintenant, dans le sens des communautés des États africains de l'Ouest, que le président de la République venait à peine de nous faire adhérer. Moi, je traite... Ça d'abord été un bon choix pour lui. Non, c'était un bon choix. C'est à peine ce que vous venez de dire ici. Lorsqu'on est face à une situation et que on se trouve dans l'incapacité de pouvoir personnellement résoudre ou répondre à cette situation-là, quiconque se présente comme une solution, on l'aborde. Vous comprenez? Au cas où ça ne marche pas. Non, au cas où ça ne marche pas, il y a des méthodes, j'en arrive. Moi, à mon humble avis, ce que je peux donner comme conseil au président de la République, que cette communauté des États africains, il a fait preuve de son échec. Parce que moi, dès au début, je l'avais considéré comme étant, parce que, je l'avais considéré, ça donnait déjà l'impression de composer un cortège de malheurs susceptibles de faire grésiller la République démocratique du Congo sur une situation de balkanisation, c'est-à-dire ça allait ouvrir une porte à la balkanisation de notre pays, ce qui a été toujours le vœu de beaucoup d'autres pays, de nos voisins. Vous comprenez? Donc face à cette situation, la communauté des États africains de l'Ouest, je ne maîtrise pas cela bien parce que je n'étais pas du tout content. Depuis notre adhésion, ça a échoué. Le président de la République doit faire marche en arrière pour se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première de toutes les solutions que moi je lui propose, c'est de convoquer l'ensemble de la population congolaise et les demander, nous sommes face à une telle agression, qu'est-ce que vous me proposez? Pour faire tomber Joseph Kabila et sa bande, il avait jugé bon dans sa judicieusement de pouvoir convoquer la classe politique pour enfin
mettre Kabila et sa bande dehors. Mais pour cette situation de l'Est, je conseille aussi au président de la République de pouvoir bien composer, c'est-à-dire appeler les citoyens congolais, venez, dialoguons. Parce que les élections, ce n'est qu'un moyen de pouvoir accéder au pouvoir. Alors, c'est le salut du peuple qui est menacé. C'est la vie des Congolais qui est menacée. Aujourd'hui, on attaque l'Est, demain on va attaquer Kisangani, demain on va attaquer Kasaï, jusqu'à ce qu'on va atteindre Kinshasa. Nous aurons que nos yeux pour plairer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous réunir afin de parler et d'aborder calmement, minutieusement cette question de l'Est. Et puis, pendant ces dialogues, ça ne serait pas un partage des gâteaux. Ça serait une opportunité, une occasion de pouvoir bien nous réunir pour parler maintenant de cette situation mistouflante qui traverse notre pays dans cette partie Est, c'est-à-dire lutter contre le vieillissement de l'outil de guerre de l'armée congolaise, lutter contre les frustrations qui sont dites à l'octroi des grades de promotion au sein de l'armée congolaise, lutter contre la modicité des soldes de nos militaires qui sont au front, et puis lutter contre le chômage juvénile, c'est-à-dire le chômage de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est quoi? On peut avoir l'armée américaine sur notre territoire, russe, française et tant d'autres armées ici sur le sol congolais pour mettre l'ennemi hors du territoire. Mais si seulement si la jeunesse reste toujours dans le chômage, ça constitue l'insécurité. Je m'en explique. Je m'en explique, s'il vous plaît, parce que j'ai des sentiments mitigés mélangés quand il s'agit de chômage juvénile. Parce que c'est un problème qui guette la République et que nos autorités ne tiennent pas compte de cela. Ici, on a déjà un phénomène Kuluna qui est preuve de la non-occupation et équipement de la jeunesse. Maintenant, dans cette partie est de la République, les terrorismes qui sévit là-bas résultent du chômage parce qu'il y a la radicalisation d'un point zéro. C'est-à-dire les jeunes qui sont à l'Est, ils se radicalisent, ils abandonnent les valeurs républicaines pour aller adhérer à des valeurs djihadistes, terroristes, qui prêchent les M23 dans cette partie Est de la République. D'où la solution meilleure serait de chercher à ce que ces jeunes soient équipés, occupés par d'autres choses, par le travail, afin que nous puissions arriver à un résultat que nous escomptons. Merci beaucoup, Joseph Sama. Qui est le vrai ennemi de la République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, on se réveille un bon matin, tantôt c'est les M23, tantôt c'est les ADF, tantôt c'est les Codeco, parce qu'aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, lundi, on s'est réveillé avec les Codeco. Qui est le vrai ennemi? Le vrai ennemi du Congo reste le Rwanda. Faut-il ignorer les autres alors? Non, il ne faudrait pas ignorer les autres. Je m'en explique, cher journaliste. Il ne faut pas ignorer les autres. On doit prendre les autres en compte. Mais l'ennemi, pire et net, simple même, c'est le Rwanda. Le Rwanda utilise nos jeunes Congolais qui ont abandonné des valeurs républicaines de la République démocratique du Congo pour adhérer à des idéologies, à des valeurs qui ne reflètent pas la congolité. Le Rwanda les finance. Le Rwanda finance la rébellion. Parce qu'il n'est plus un secret des polichinelles. Il y a de preuves à l'appui. Il y a de preuves à l'appui. Il y a eu l'intervention des troupes rwandaises sur notre territoire. Donc si on veut aussi aujourd'hui parler de cette situation mistouflarde qui traverse notre pays dans cette partie est de la République, le vrai ennemi, c'est le Rwanda. Maintenant, la question qui doit rester là, c'est de pouvoir chercher comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à vaincre le Rwanda. C'est ça la question importante ici. Comment peut-on faire pour... Là, faut-il procéder par la diplomatie? Faut-il procéder par les négociations? Ou bien faut-il procéder par la force? Lorsque vous parlez de la négociation, la diplomatie, vous parlez de la même chose. Parce que la négociation est l'âme de la diplomatie. Donc, à ce moment ici, toute le voie diplomatique qui a été entreprise par le président de la République ont fait preuve lamentablement d'échec. À ce stade ici, la guerre reste une solution. Mais quel type de guerre faudrait faire au Rwanda? Parce qu'aujourd'hui, si on attaque le Rwanda directement, ça serait qualifié de l'attaque contre un peuple minoritaire. Voilà, vous proposez quel type de guerre de toute façon? Voilà, la première de toutes les choses, il faut faire la guerre économique. La guerre économique au Rwanda, ça a été déjà entamé.
Vous comprenez, ça a été déjà entendu par le président de la République. Il y a eu l'annulation de tous les accords qui ont été conclus entre les présidents de la République en privé, parce que c'est aussi un problème qui met notre pays, parce qu'il y a à un moment donné que les gouvernements parallèles du cabinet du président de la République qui signent des contrats à la place du gouvernement national. C'est aussi un problème, parce qu'on a, j'ai suivi Bisselele qui parlait d'un accord conclu entre le président de la République et Kagame. Un conseiller privé ne peut jamais se conférer l'auréole de pouvoir parler des affaires qui engagent l'État. À qui lui rendra-t-il les comptes? Parce qu'il n'a pas une fonction systématiquement officielle. C'est un conseiller privé. C'est le cabinet politique du chef de l'État. S'il faut signer des accords en rapport avec les minéraux, il y a le ministre tutelle. C'est là où ça ne marche pas. Non, c'est là où ça ne marche pas. Il y a eu même des accords en rapport avec la sécurité qui ont été signés par les conseillers privés du chef de l'État, par les conseillers spéciaux du chef de l'État, sans pour autant associer le ministre de la Défense, les ministres des Affaires étrangères et tant d'autres, le ministre qui ont les attributions qui relèvent de cette matière-là. C'est là aussi ça nous dérange. Je ne suis pas opposant du président de la République, je suis celui qui porte sa candidature pour sa réélection en 2023. Je lui conseille de pouvoir laisser librement le gouvernement national exercer ses attributions constitutionnellement établies respectivement et laisser aussi ses conseillers de faire les choses. Parce que quand ça capote, les gouvernements centraux, il s'est dit non, nous ne sommes pas concernés. Ça nous dérange aussi ce qui se passe dans notre pays. Comment c'est fait que les réalisations de certains ouvrages échappent le ministère sectoriel pour aller se retrouver entre les mains des conseils du chef de l'État? Ces problèmes-là, c'est ce qui nous dérange aussi. Je conseille le président de la République de laisser librement les gouvernements centraux de bien faire son travail. Et s'il faut signer des accords, il faut amener les ministres sectoriels qui ont les attributions qui relèvent de cette matière-là pour aller signer des accords. J'ai compris aussi que le président de la République, il a compris quelque chose. Vous comprenez? Lors des Indiba, si c'est Indiba en Afrique du Sud, il était question d'aller aborder la question liée à nos minéraux. Il a amené Madame Samba, la ministre de la Mine, pour aller discuter. C'était comme ça que ça devrait se faire et non un certain Bisselele, un conseiller privé du chef de l'État qui a signé des accords. Et puis quand ça capote, la charge nous revient à l'Est. Ce sont les frères qui meurent. Donc j'ai conseillé au président de la République de laisser ces gens-là de pouvoir bien faire le travail. L'insécurité dans la partie Est devient comme un goût de chaque jour. À quand faut-il dire qu'aujourd'hui c'est la fin de la rumba triste dans la partie Est? À quand faudrait-il Faut-il dire qu'aujourd'hui c'est la fin de la rumba triste dans la partie Est? Oui, à quand faudrait-il dire c'est la fin de la rumba triste? Je vous ai bien dit ici, Bismarck a dit ça très bien, que la diplomatie sans les armes est une musique sans instruments. Comprenez? Il faut maintenant jouer une musique avec les instruments. Jouer une musique avec les instruments, c'est de nous organiser. Nous organiser, ce sont des propositions que j'ai données. Et il nous faut quoi? À quand faut-il s'organiser? Il nous faut quoi? Bientôt là, c'est juste... Non, quand vous me posez cette question, il nous faut quoi? C'est par là que je profite aussi de l'occasion pour remercier et féliciter le président de la République. Parce que dès son arrivée au pouvoir, il trouve une armée, excusez-moi, désorganisée, une armée personnifiée au service d'un seul individu qui était Kabila. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Le président de la République, il accède au pouvoir, il trouve certains généraux au service d'un seul individu et qui désobéissait à ses ordres, alors que l'armée n'est ni au service d'un individu, l'armée est au service de la nation. Lorsque nous arrivons au pouvoir en 2019, le président de la République prête serment, il prend juridiquement ses fonctions, il commence par lutter d'abord contre la modicité des soldes de nos militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret des polichinelles. Si vous questionnez aux militaires, ils vous diront qu'il y a eu une majoration de leur salaire à 45%, même les fonctionnaires. Aujourd'hui, nous avons été soumis par un embargo de non-achat des armes. Le président de la République, il a aiguillonné son pachyderme présidentiel pour pouvoir faire à ce qu'il y ait la levée de cet embargo pour que la République démocratique du Congo soit maintenant libre de pouvoir procéder par l'achat des armes sans la procédure de notification. Il en a fait. Le président de la République, il a lutté aussi contre les frustrations qui se faisaient dans notre armée, qui résultaient de l'octroi
des promotions et des grades par des gens qui sont incompétents au sein de l'armée. Il en a lutté, même si ça souffre encore des petits bobos, mais il a lutté quand même, il faut le féliciter. Aujourd'hui, dans tous les salons diplomatiques, on parle de la République démocratique du Congo. C'est grâce à une diplomatie agissante qui est en train aussi de souffrir, mais il faut reconnaître, même quand on vous dit vous avez fait 0, mais dans ces 0 là, il y a quelque part que vous avez à satisfaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette mission. Joseph Sama, quel message d'espoir pour la population dans l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Quel message d'interpellation à nos autorités? Le plus grand message que je peux transmettre à nos compatriotes qui sont à l'Est serait de leur dire qu'ils soient engagés, qu'ils fassent preuve d'un engagement réel, parce qu'il s'agit de notre pays. On est unis dans l'effort, on est unis dans l'essor. C'est-à-dire que nous partageons un seul destin commun. Même si aujourd'hui est en train de balbutier, est en train de vaciller, mais qu'ils sachent qu'on est unis, qu'on est soudés. Des situations mistouflardes, des atrocités, tout ce qui se passe là-bas, qui eux vivent là-bas, nous aussi nous vivons cela. Parce qu'ils se sentent parfois, c'est comme s'ils sont dans les cloisons étanches. Oubliés. Ils sont dans les cloisons étanches. Non, qui sachent qu'on est dans ce que moi j'appelle encablir. On est dans une distance faible. On est unis parce qu'on n'est qu'un seul peuple. Donc, ils sachent qu'on est soudés. Un message pour nos autorités. Un message pour nos autorités. Je demanderai au président de la République de faire preuve de patriotisme, d'abandonner trop d'être trop politique. Les élections n'est qu'un moyen d'accéder au pouvoir. Mais la paix à l'est du pays est une voie par excellence pouvant nous amener au progrès et au développement. Parce que Kofi Annan dit, sans la paix, il n'y a pas de progrès possible. Donc je demande au président de la République, comme étant les garants du bon fonctionnement des institutions, la première institution de toutes les institutions, c'est la République démocratique du Congo. Comme étant garant, il doit nous garantir la paix. La paix, ça ne s'offre pas, ça s'arrache. On doit s'organiser en interne pour pouvoir bien mettre l'ennemi dehors du terrain. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Joseph Sama Kachama, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité. Suivez la rediffusion de cette émission les samedis à 15h30. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place